Bonjour à tous et à toutes. C'est avec beaucoup de plaisir que le duo féminin s'installe pour vous servir dans ce troisième numéro de la semaine. Nous espérons que vous allez bien. Si c'est le cas, ça nous fait plaisir. Sachez que l'équipe de iMatin est confortablement installée pour vous conduire jusqu'à 9h avec un menu très bien concocté. N'est-ce pas, Laricia? Bonjour. Oui, et comme toujours, bonjour à nos amis téléspectateurs, nos amis internautes et aussi auditeurs de IFM qui nous suivent et que nous espérons qu'ils sont déjà installés confortablement comme nous ce matin parce que nous sommes déjà au poste et nous espérons que c'est la même chose chez vous. Pour ceux qui sont encore en route pour le travail, nous vous souhaitons un bon chemin jusqu'à la destination et ceux qui sont déjà aussi sur place, bonne journée de travail à vous. Et nous sommes jeudi, Irène, et ce jeudi est bien spécial aujourd'hui parce que nous aurons ici sur le plateau à recevoir des invités à tour de rôle qui chacun viendra parler de ses activités et aussi nous allons discuter sur l'importance de la littérature au Tchad aussi aujourd'hui, accompagné des petites capsules pour agrémenter le contenu de notre journée, Irène. Oui, et nous allons recevoir des annonceurs également sur ce plateau. Il y a un grand événement qui se dessine à l'horizon. Vous aurez donc plus de détails dans cette émission. Ne quittez pas, ne zappez pas, restez avec nous sur notre page Facebook Électron TV Tchad ou encore sur le 63 08 41 77. Surtout nos auditeurs de la radio IFM. Vous pouvez nous envoyer des messages, participer à l'émission, poser des questions, pourquoi pas à nos invités sur le plateau. Voilà. Et aussi souhaiter une bonne journée à vos proches également, c'est possible parce que iMatin, c'est un partage de tous. Nous allons prendre une petite pause musicale pour permettre à tout et chacun de s'installer confortablement. Voilà. Studio La Grâce Moïto. Baby qui danse la preuve de vie, featuring Nesto Ligérifa. C'est ça. Toutes les vanités, c'est eux. Je vous dis en vérité, c'est eux. Autour de toi, y'en a qui sont pas mariés, y'en a qui n'ont pas foyer, y'en a qui ont des enfants mais qui vivent chez leurs parents, y'en a même qui sont jolis mais qui vendent leur corps pour manger. Toi t'as eu un mari, toi t'as eu un foyer, reste dans ton foyer, éduque bien tes enfants, critique pas tes cousines, critique pas tes amis. On sait jamais, la roue peut mal tourner. Et qu'il y a des gougous, des quêtés. Les premiers deviennent derniers, les derniers deviennent premiers. On a gagné Singapi, on les perd d'accord et dit Naba, Singapi, à la veste. C'est un de la base, Singapi. Tu n'as plus de respect pour les jeunes de ton quartier. Tu n'as plus de respect pour ceux qui vivent dans ta maison. Tu comprends même plus les gens parce qu'aujourd'hui toi tu travailles. Il y en a qui ont travaillé mais aujourd'hui ils sont chômeurs. Il y en a qui ont eu des maisons mais aujourd'hui ils sont locataires. Il y en a qui ont eu des voitures mais aujourd'hui ils sont piétons. La vie on sait jamais, la roue peut mal tourner. Et qu'il y a des gougous, des quêtés. Les premiers deviennent derniers, les derniers deviennent premiers. On
Bakari c'est Koula Yan les Bérin attention Naba c'est l'Ardara c'est Bazadara c'est Kinga Dara c'est Bazadou Mundoua c'est l'Ardara c'est Bazadamera c'est l'Ardara c'est l'Ardara c'est Bazadara c'est Kinga Dara. La maîtrise du ballon, Ninga Casimir le champion. Mon promoteur culturel, Patrice Monbenoya. Les derniers seront les premiers. Tout est vanité. Mon ingénieur des sons Khalifa Black, le faiseur des stars. Mon Ozzy Apia, fais ton travail. Bendel Trésor, le révolutionnaire. Si une femme te dit tu vas voir, même si tu es aveugle, forcément tu vas voir. Merci à Baby Kitos pour ce clip. La leçon à retenir, c'est que dans la vie, il faut aller doucement. Ouais. Il faut aller mollo mollo. Il faut être humble parce que tout peut basculer un jour. Moment, tu peux être riche, tu peux être influent, mais tout peut basculer un jour. Et quand ça bascule, c'est un clin d'œil. Oui. Si tu n'es pas fort mentalement, tu peux partir du coup avec tout ce que tu avais. Alors faisons très attention. Et tout ce que nous avons, ne le prenons pas comme acquis. Même le souffle de vie, c'est lui qui nous a donné. Quand il décide, il le reprend à tout moment. Que tu sois malade, que tu sois en santé, que tu sois couché, que tu sois debout. Quand c'est l'heure de retirer, il le retire. Combien de fois les biens acquis de ce monde qui sont que passagers. Voilà. Amis téléspectateurs, j'espère et nous espérons que vous avez trouvé votre part. Dans cette vidéo, je profite pour faire un petit coucou à tous les foyers, à tous les ménages. Dinawa Osungaodara. Et puis, il paraît que les Tisa aiment trop cette partie-là. Nava Osungaodara. Viens les voir en train de danser dans les cérémonies de mariage. On doit avoir Baby Kitos pour qu'il nous dise ça. Parce que là, c'est, comme tu le dis, c'est les Tisa qui sont vraiment fiers de cette chanson. Et surtout la partie-là. On va vous traduire ça en français. Pour toi, Voilà. Vous avez vu qui un jour allait au ciel avec son partenaire. C'est ça, non? Son mari, son partenaire. Nava Osungaodara.
Voilà. Naba aussi l'ardara. Tout ce que tu as comme bien là, quand tu vas mourir, tu vas laisser tout ça derrière toi ici. Donc, pas la peine d'être arrogant. Non, pas du voilà. tout. C'est le message que nous voulons transmettre ce matin à nos fidèles téléspectateurs, internautes et surtout nos auditeurs de la radio IFM. Nous avons des messages sur notre page Facebook. Aladjef qui nous dit bonne émission, mes éléments. Merci Aladjef. Modeste Mbaye Ornom qui dit bonjour à vous, Electron TV. Bonne émission à vous également. Je vous salue depuis le Cameroun. Nos fidèles téléspectateurs du Cameroun, merci pour votre fidélité. Merci beaucoup. En tout cas, votre fidélité nous honore. Vous êtes tellement nombreux. Ceux de Yaoundé, Douala, ceux de Marwa, ceux de Moura. En tout cas, vous êtes tellement nombreux. Et ça nous fait plaisir de nous réveiller, venir nous installer sur le plateau et savoir que quelque part au bout du monde, les gens sont en train de nous suivre. Ça nous donne le courage. Irène, on va manger un peu de fruits ce matin. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Il est conseillé de manger 5 fruits et légumes par jour. 5 fruits par jour. Ouais. Donc, ce matin, nous allons à la découverte des vertus de la banane. On en a assez sur nos marchés. Oui. Avec 100 francs, tu peux avoir un doigt de banane. Ouais. Sauf que dernièrement, ils en font un peu cher. Mais en tout cas, ça dérange pas. Nous allons revenir après. Une banane est un fruit ou une baie issue de l'inflorescence du bananier. Il y a généralement 3 types de bananes. Il y a les bananes dessert, c'est que les bananes que nous consommons, c'est ce qu'on appelle les types Cavendish. Et puis il y a les bananes à cuire. Donc la banane plantain constitue la majorité de ces types de bananes. Et puis la banane de bière, donc qui est utilisée pour concevoir des bières traditionnelles ou industrielles. Voilà, ce sont les 3 types de bananes que nous connaissons. Et puis, parmi ces types de bananes, bien sûr, c'est la banane dessert qui est donc la plus consommée. La banane est consommée beaucoup plus sous forme de dessert pour faciliter donc la digestion. Donc, on le consomme après avoir consommé un repas de résistance, comme on l'appelle souvent. Bien sûr, on le consomme sous forme, par exemple, d'un jus également, un jus de banane, etc. Mais quand on consomme une banane, on cherche beaucoup plus de l'énergie, parce que la banane est particulièrement riche en glucides, donc ce qui procure donc de l'énergie, ce qui nous permet donc de nous mouvoir, etc. Voilà, la consommation du fruit est très, très importante, très essentielle pour notre bien-être. Malheureusement, au Tchad, nous, c'est notre grosse boule et puis 1,2 trait, c'est tout. On finit de manger notre grosse boule et puis il n'y a pas de dessert, il n'y a pas de rien. dessert. Et puis, on s'en va, en tout cas, manger de la banane, ça donne de l'énergie et ça donne de la force aussi, de l'énergie. Surtout, nous en avons besoin. Je crois, la semaine dernière, nous avons reçu sur le plateau la nutritionniste qui nous a dit également que le mieux au petit déjeuner serait de prendre des fruits pour avoir plus de force, plus d'énergie pour affronter la journée. Mais bon, le Tchadien préfère le thé vert, sortir et puis peut-être manger sa boule morte pour affronter la journée. En tout cas, c'est un peu difficile, mais il faut faire un effort de temps en temps par semaine. Cela et puis ça va cela dans notre alimentation. Et il paraît que ça donne une jolie peau également, le fait de manger beaucoup de fruits. Surtout les femmes aiment acheter des produits cosmétiques chimiquement, tellement chimiques, qui a trop de conséquences sur la peau. Donc la beauté de la peau ne se limite pas seulement au savon et aux crèmes. Donc il y a l'alimentation qui compte également et les
les fruits ont un très grand rôle à jouer sur la santé de notre peau. Donc, ce matin, nous vous encourageons, voilà, avec vos petits moyens de temps en temps par semaine. Aussi, une la petite peau, banane. la peau de la banane est Oui. juste massée au visage ou bien sur la peau. Ça rend également la peau lisse. Alors, ne jetons pas la peau de la banane comme ça parce que voilà, j'ai déjà acheté à 1000 francs, j'ai mangé. Non, utilisons-le suffisamment pour que nous puissions bénéficier de ce que nous du avons. fruit, de la peau, de tout. Voilà. Nous revenons sur notre page Facebook. Alex Rory qui dit bonjour à Electron. Bonne émission. Depuis Gelendeng, merci pour votre fidélité. Notre réalisatrice, Dina Love. Bonjour, ma team, l'audio féminin. Je vous envoie beaucoup de love. Votre bonne humeur contamine. Voilà, merci soit contaminé, que ça contamine tout le monde. Notre ami Sawadogo, qui intervient également. Tu peux lire ça pour nous? Oui, il dit bonjour au Lumineux Plateau. Juste vous souhaiter une très bonne émission. J'ai suivi l'émission d'hier, mais j'ai tellement apprécié l'intervention de la dame sur le thème se rapportant au leadership. Bon point de chute à vous. Merci beaucoup. Et Monsieur Omar, nous vous demandons de ne pas quitter parce qu'aujourd'hui encore sur le plateau, vous aurez un leader qui viendra ici débattre sur un autre thème. Oui. Il est l'heure, c'est l'heure de Actu Matin. Ouais. Actu Matin de Minganou Didina Love qui ne cesse de nous tirer les oreilles parce qu'il est l'heure. Donc, on va céder l'antenne à l'actualité au matin et puis on revient sur le plateau pour recevoir nos invités. Une dette inattendue. La révélation est faite par le nouvel idylle de la ville d'Injamena, Sinoussi Hassan Abdoulaye, au cours d'une émission télévisée. Après quelques semaines de la prise de service, la nouvelle exécutive centrale d'Injamena a récemment découvert une dette de 50 milliards de francs CFA non enregistrée dans les comptes officiels. Cette somme considérable équivaut à environ 76 millions d'euros, ce qui représente une charge financière importante pour la municipalité. Les circonstances exactes de l'accumulation de cette dette restent floues, mais elles pourraient résulter de contrats non budgétisés, de dépenses non autorisées ou des pratiques de gestion financière déficientes résultant de successions innombrables à la tête de la mairie centrale, ce qui laisse présager la gestion opaque des caisses de l'État sans se soucier. Qui sera derrière cette mystérieuse dette? Y a-t-il des mains invisibles qui tapissent dans l'ombre, asphyxient et saignent à blanc les maigres ressources de la mairie? Cette révélation fracassante ne passera inaperçue en ce moment où les plus hautes autorités misent sur la bonne gestion des ressources financières du pays. La nécessité de rembourser cette dette pourrait entraîner des coupes budgétaires dans les services essentiels tels que l'éducation, la santé et l'infrastructure. Cette situation, qui demeure toujours superflue, pourrait affecter la crédibilité de la mairie auprès des investisseurs et partenaires financiers, rendant plus difficile l'obtention de financements futurs. À ce stade, la dénonciation des irrégularités ou malversations financières découvertes nécessite forcément des poursuites judiciaires contre les responsables pour garantir la sécurité économique de la mairie et celle du pays tout entier. Les autorités municipales ont exprimé leurs préoccupations et ont lancé une enquête interne pour déterminer l'origine de cette dette afin de situer les responsables. Le maire d'Injamena, dans ses sorties médiatiques, a déclaré que son équipe et lui-même prennent cette découverte très au sérieux et s'engagent à faire toute la lumière sur cette affaire qui entrave le développement des affaires de la commune. La transparence et la responsabilité sont essentielles pour restaurer la confiance des citoyens. Les citoyens et les organisations de la société civile attendent les pieds fermes le résultat de l'enquête diligentée par les responsables de la mairie. Il appelle à une transparence totale dans la gestion de cette crise. Aussi demande-t-il la publication des résultats de l'enquête et la mise en place des mécanismes de contrôle renforcés pour éviter que de tels dysfonctionnements ne se reproduisent dans l'avenir. La découverte de cette dette de 50 milliards de francs CFA par la mairie centrale d'Injamena met en évidence les défis persistants en matière
matière de gouvernance financière au Tchad. Il est de bon aloi que des mesures correctives soient prises rapidement pour assurer une gestion transparente et responsable des finances publiques et garantir la stabilité économique de la capitale. أعلن مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الدولة رئيس الجمهورية أن الرعاية الصحية الطارئة مجانية في كافة المراكز الصحية الحكومية. هذه البادرة لقت ترحيبا من معظم المواطنين، ويشمل هذا الإجراء بشكل أساسي الإسعافات الأولية المقدمة في حالات الطوارئ بهدف إنقاذ الأرواح دون انتظار وسائل الدفع. وبناء على ذلك تلتزم الحكومة بتعزيز الوصول الشامل إلى الرعاية الصحية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وخاصة ضمان التغطية الصحية للجميع. ولكن من الواضح أن بعض المستشفيات في مدينة الجنينة لا تحترم هذا القرار، ولتحقيق هذا الهدف ينبغي إصدار تعليمات صارمة إلى الهياكل الصحية لاحترام هذه الخدمة المجانية، كما ينبغي وضع آليات مراقبة لتجنب التجاوزات وضمان فعالية النظام. وعلى الرغم من فعالية الرعاية الطارئة المجانية في تشاد، فإن إمكانية تطبيقها تشكل مصدر قلق كبير يجب معالجته. Commémorant la journée mondiale des sages-femmes, l'association des sages-femmes et maïticiens du Tchad section du Logone oriental a organisé une séance de sensibilisation au centre de santé de Gaki à l'intention des femmes en âge de procréer. Pour donner vie à cette journée, celle de débat ont abordé les thèmes liés à l'incompatibilité résus qui, selon elle, parfois est la cause de beaucoup de fausses couches dans la vie des couples, mais aussi insisté sur l'importance de la visite prénatale, de l'accouchement dans une structure sanitaire et de la planification familiale. Pour la sage Sylvie, malgré les séances de sensibilisation, beaucoup de femmes aujourd'hui peinent à suivre jusqu'au bout le calendrier de visites prénatales et certaines préfèrent accoucher à la maison. C'est pourquoi, en dehors du caractère festif de la journée, elle est aussi une occasion de partage de connaissances pour elles et de parler des difficultés qui minent l'exercice de leur métier. Les partisans de l'intelligence artificielle dans l'éducation mettent en avant son potentiel pour individualiser l'apprentissage. Des plateformes adaptatives peuvent identifier les lacunes et les points forts de chaque élève, proposant des exercices et des contenus sur mesure. L'IA peut également automatiser des tâches respectives pour les enseignants, leur libérant du temps pour un accompagnement plus personnalisé. Des outils de correction automatique aux tuteurs virtuels, les applications de l'IA semblent infinies. Selon quelques témoignages confiés hors caméra, les élèves de seconde expliquent avec les applications d'IA, ils peuvent travailler à leur rythme et l'IA donne des explications des notions non comprises et des exercices. C'est beaucoup plus motivant qu'un cours magistral où tout le monde avance à la même vitesse, soulignent ses élèves. Cependant, l'intégration de l'IA dans l'éducation soulève des questions cruciales en matière d'équité. L'accès de ces technologies n'est pas uniforme. Les élèves issus de milieux défavorisés pourraient se retrouver exclus de cette révolution par manque d'équipement ou de connexion Internet fiable. De plus, la qualité des outils d'IA et la formation des enseignants à leur utilisation varient considérablement. Au-delà de l'accès, l'utilisation de l'IA dans l'éducation soulève des questions éthiques importantes. La collecte et l'utilisation des données des élèves, la transparence des algorithmes d'apprentissage et le développement de la pensée critique face à des informations potentiellement biaisées sont autant de défis à relever. Il est crucial de former les jeunes à devenir des utilisateurs éclairés et responsables de ces technologies. L'IA a le potentiel de transformer profondément le paysage éducatif, offrant des opportunités d'apprentissage innovantes et personnalisées. Cependant, son intégration ne doit pas se faire au détriment de l'équité et de l'inclusion. Il est impératif de mettre en place des politiques publiques fortes pour garantir un accès égalitaire à cette technologie, former les enseignants et sensibiliser les jeunes aux enjeux éthiques et pédagogiques de l'IA. La révolution de l'IA à l'école sera une chance pour tous si elle est pensée et mise en œuvre avec soin et une attention constante à la réduction des inégalités.
Au Tchad, les années scolaires et académiques connaissent toujours des irrégularités notoires, mais ce qui n'est pas le cas de l'année en cours. Malgré les avantages évidents qui n'ont pas perturbé l'année 2025, les élèves de N'Djamena, particulièrement en général, ne semblent pas être préparés et ou tantôt réticents à la lecture pour affronter les examens qui se profilent à l'horizon. D'habitude, ceux-ci attendent toujours à la veille des épreuves écrites ou orales avant de se lancer corps et âme, courir après les leçons depuis longtemps copiées et jetées dans les pâtures des poussières. Or, apprendre à lire ses cahiers et se documenter suffisamment dès les premières prises de notes de la salle pour les élèves en classe d'examen est un moyen efficace qui les aide à retenir les informations dans différents domaines. Et puis, s'ensuit l'étape de la révision qui autrement les aide aussi à développer une compréhension conceptuelle plus profonde du sujet sur lequel ils écriront plus tard. Malheureusement, au Tchad, les préparations des échéances évaluatives de fin d'année ne s'observent qu'à la veille. Pourtant, l'année scolaire est lancée depuis le début du mois d'octobre 2024. Ce n'est que depuis quelques jours de la fin de l'année que les autorités en charge de l'éducation nationale ont annoncé les dates de composition. Les élèves prennent d'assaut les verges du fleuve Chari pour des raisons de lecture. C'est le moment où l'inquiétude, le doute, la peur, l'anxiété s'entremêlent, surtout de l'heure par rapport aux performances. Alors que les examens de fin d'année représentent une période stressante pour plusieurs élèves et étudiants, malgré une bonne préparation, il arrive souvent que les résultats aux examens ne soient pas satisfaisants. En effet, certains jeunes ont de la difficulté à gérer leur stress, d'autres ont des pensées négatives qui nuisent également à leur concentration. Cependant, un effort de préparation devrait être fait en amont pour la réussite de son examen. L'enfant doit avoir une disposition de l'esprit, savoir bien se préparer à l'avance, avoir confiance en soi, puisque l'objectif n'est pas de terminer le premier. Il est important aussi d'éviter les compagnies négatives qui pourront influencer notre préparation. Avant tout examen, il est suggéré de prévoir le temps qui sera consacré à chacune des tâches. À l'exemple d'avoir un temps pour faire ses lectures régulièrement depuis la rentrée des classes. Se relaxer au besoin en cas de stress est aussi nécessaire. إن إعادة رئيس الدولة محمد إدريس ديبي إتنو البسمة في وجوه قادة الأحزاب السياسية محاطا بأمنائهم العامين وأدلى بيانا بشأن إنشاء هيئة حوار جديدة أعطت الروح لهذه النخبة السياسية، كما أن اتصال يأتي بين حزب الأغلبية الحاكم والمحولون قبل أيام قليلة وخلال الاحتفال بالذكرى السابعة لتأسيسه. حاجم هذا الحزب المعارض رئيس الدولة من خلال تحديه شخصيا، ولم يعجب هذا الأمر حزب المحافظين الذي أصدر بيانا صحفيا غاضبا لانتقاد موقف حزب المحولين. خلال هذا الاجتماع لم يغفل رئيس الجمهورية الدور المهم الذي لعبته الطبقة السياسية التشادية بجميع توجيهاتها، والذي أدى إلى حد قوله إلى نجاح العملية الانتقالية وعودة البلاد إلى النظام الدستوري. بالنسبة له الديمقراطية لا تعني الفوضى، بل إشارة قوية إلى بعض المحرضين السياسيين وإنه لا أحد فوق القانون، سيتم مؤاقبة كل من يخالف القانون. ودعا أيضا قادة الأحزاب إلى التفكير وإقامة هيكل جديد للحوار الدائم. ومن الجدير بالذكر بأن الإطار الوطني للتشاور السياسي قد تم حله قبل بضعة أسابيع. تمت إنشاء هذه الهيئة من قبل المشير الراحل إدريس ديبي إتنو لضمان السلام، وقد أثارت ضجة في المشهد السياسي التشادي. وإعلانه عن إنشاء هيكل جديد سلم رئيس الدولة الكأس لبعض الأحزاب الصغيرة التي لا مكان لها على الساحة السياسية. سيبذل البعض قصارى جهدهم للدخول في هذا الهيكل الجديد لضمان فائدتهم المالية. كما ينبغي الترحيب بهذا القرار الذي اتخذه رئيس الدولة لبدء إطار دائم للحوار بين مختلف الجهات السياسية الفاعلة. والحوار هو السلاح الأكثر فعالية لإزالة أي عقبة، ومن المناسب لرئيس الدولة باعتباره الضامن للسلام والاستقرار والسلام الإقليمي للبلاد أن يضمن وجود هيئة يمكنها تمكين الأطراف المعينة من اللقاء والحوار لتعزيز السلام، وهو شرط أساسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
Ils sont au total 133 cardinaux, électeurs venant de 70 pays, à se présenter ce jour. Ce cérémonial extrêmement codifié est suivi avec attention par quelques 1,4 milliard de catholiques par l'intermédiaire des médias du monde entier. Prélude à ce rituel ancestral, les cardinaux ont participé à 10 heures à une messe solennelle dans la basilique Saint-Pierre. Le compte à rebours s'enclenchera vraiment vers 17h avec un isolement strict à la chapelle Sixtine. Aucun téléphone portable ne sera autorisé et les réseaux de télécommunications seront coupés entre les murs de la cité du Vatican. Le premier vote est attendu pour ce soir. Si aucun vainqueur n'est désigné, le Vatican a déclaré qu'une fumée noire pourrait s'échapper de la cheminée de la chapelle Sixtine vers 19h. Bien que les cardinaux aient déclaré qu'ils s'attendaient à un conclave de courte durée, il est probable que le scrutin nécessite plusieurs tours. Le vote a lieu tous les jours, 2 fois le matin et 2 fois dans l'après-midi. Si les cardinaux électeurs ont des difficultés à se mettre d'accord sur la personne à élire, après 3 jours sans résultat, le scrutin est suspendu pendant 1 jour au maximum pour une pause de prière. Une libre discussion entre les électeurs et une brève exhortation spirituelle donnée par le premier cardinal de l'ordre des diacres. Ensuite, du cardinal supérieur de l'ordre des prêtres si l'élection n'a pas lieu. Et enfin, l'exhortation du cardinal supérieur de l'ordre des évêques est donnée suivie des prières jusqu'à ce qu'on ait retenu un nom. Il faut noter que c'est un moment crucial dans la vie des chrétiens catholiques du monde entier. Après Actualité Matin, nous revenons sur ce plateau cette fois-ci pour recevoir nos invités, Laetitia. Mais avant cela, 2 messages de nos internautes. Ben Shalom Maté qui dit bonjour à vous tous. Bonjour à toi également. Merci pour ta fidélité. Moudmou Florence, Yaya Flo, bonjour. Elle dit qu'elle est là. Nous aussi sommes là. Bonjour à toi. Merci pour le signe de vie. Alors ce matin, comme annoncé à l'introduction, nous recevons des annonceurs sur le plateau. Ils viennent annoncer un grand événement qui va se dérouler le 9 mai 2025 ici à N'Djamena. Nous recevons les leaders de Favor Africa Ministries International qui organise cet événement donc en partenariat avec Campus pour Christ. Ils sont représentés ici par Apôtre Tagal Gérard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. Nous avons également la présence du pasteur Gédéon Kewing. Je prononce bien? Non, Keining. Keining. Voilà. D'accord. Pasteur Gédéon Keining. Oui. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Et vous? Ça va très bien. Merci. Voilà. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Imata. Merci, bonjour aussi à vous. Voilà. Comme je le disais, vous organisez une conférence des leaders, des cadres, des hauts cadres de ce pays-là, qui va commencer demain, vendredi 9 mai 2025 et se terminera le samedi 10 mai 2025 avec beaucoup de sujets qui sont au programme. On voit ici la résolution des conflits, la guérison des traumatismes, la paix au sein du gouvernement et la nation, la réconciliation et la restauration. Voilà pourquoi vous avez décidé d'organiser une conférence sur ces sujets très très capitaux, très importants pour notre pays. D'accord. D'abord, je voulais saisir la grâce pour saluer tout le monde et être privilégié d'être sur la plateforme de Electron TV ce matin. C'est un honneur. Et nous voulons saisir cette occasion pour parler d'un événement exceptionnel qui marquera l'histoire de notre nation, le beau pays du Tchad, c'est comme ça que je l'appelle. Et cet événement, c'est 3 jours pour transformer, inspirer et restaurer la nation. L'objectif principal de cet événement, c'est pour parler brièvement des défis que nous rencontrons dans la nation. Et nous avons particulièrement un conférencier qui viendra, il est même déjà ici, la personne du Dr Obi. Il est venu des États-Unis d'Amérique et il se connaît, c'est un expert
dans la résolution des conflits, la guérison du traumatisme et aussi la restauration de la nation. Donc nous voulons débattre, parler de beaucoup de choses qui amèneront la paix dans la nation, l'équilibre, la justice, l'intégrité. Il y a bien d'autres choses qui seront abordées comme des thématiques. Voilà. Ok, vous avez le thème central, c'est dit 3 jours pour transformer, inspirer et restaurer notre nation. Oui. Ça, c'est le thème central qui a été choisi. Et quand nous essayons de voir les sous-thèmes qui seront débattus, on voit que c'est vraiment costaud. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qui peut participer à cet événement? Est-ce vous qui choisissez ou bien c'est le public qui choisit de participer à cet événement? Si le pasteur peut répondre. Bien, merci. J'ai saisi l'occasion pour rendre grâce à Dieu et également dire bonjour à nos éditeurs et auditrices pour ce temps qui nous a été accordé. C'est vrai, comme le bien-aimé vient de le dire, cette conférence va mettre un cachet particulier pour le pays. Et ce que nous avons actuellement, c'est beaucoup plus celui de parler du traumatisme. Le traumatisme, et vous savez qu'au Tchad, nous connaissons ce que c'est que le traumatisme, et presque tous les Tchadiens traversent ce qu'on appelle le traumatisme. Et donc, l'accent serait beaucoup plus mis sur le traumatisme. Donc, c'est là où l'orateur va beaucoup plus mettre l'accent, bien plus que les autres thèmes seront touchés, mais le cachet particulier serait sur le traumatisme, à cause du temps. D'accord. Quand vous insistez sur le traumatisme, qu'est-ce qui vous fait dire ou bien qu'est-ce qui fait penser, peut-être que vous savez de quoi est-ce que les Tchadiens souffrent, peut-être que vous savez de quoi est-ce que les chrétiens tchadiens souffrent, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel est ce traumatisme? Ok, là vous avez évoqué seulement le chrétien, ce n'est pas seulement pour les chrétiens, mais c'est pour tous les Tchadiens. Et vous savez que nous, Tchadiens, avons connu beaucoup d'événements tragiques qui nous ont, n'est-ce pas, poussés dans le traumatisme, du haut de la tête jusqu'aux pointes du pied. Donc, c'est pourquoi nous avons constaté, vu, n'est-ce pas, ce que nous avons traversé comme les événements de guerre, les événements qui ont marqué vraiment le pays, et tous les Tchadiens du nord au sud a connu le traumatisme. Et donc, il nous faut vraiment une guérison. Et ça relève du problème intérieur. Ça ne viendra pas du produit médicamenteux. Il faut une chirurgie spirituelle. C'est pourquoi le choix d'un pasteur psychologue aussi. Oui, effectivement. Il est bien placé pour parler du traumatisme, c'est le psychologue. Alors, je vois dans votre document, à l'attention des présidents des grandes institutions, vous parlez des sénateurs, ce sont là les personnes qui vont participer donc à cette conférence. Pourquoi avoir choisi seulement les hauts cadres du pays? C'est parce que c'est eux qui sont bien placés pour gérer ces problèmes de qui souffrent plus. Ou bien c'est eux qui... Je ne sais pas pourquoi. Ok, d'accord. C'est une très belle question. La conférence s'articule beaucoup plus autour d'un leader. Ah, d'accord. Et c'est dans le cadre d'amener chaque leader politique, ecclésiastique, tout genre de leader qui coordonne quelque chose, d'arriver à comprendre qu'il y a des choses à résoudre dans la nation. Et l'affaire de la nation, ce n'est pas une seule personne. La nation, c'est toi et moi. Donc, s'il y a un défi que nous voyons dans la nation et que nous ne prenons pas l'engagement d'apporter la solution, je n'y crois pas que la solution viendra d'ailleurs. La solution de la nation vient de dedans, à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle nous avons eu la grâce de recevoir ce grand homme de Dieu, Dr Obi, qui va détailler, parce qu'il a sillonné des nations et des nations
au moins 40 nations qu'il a déjà eu à travailler sur le traumatisme et aussi résolution des conflits. Et nous avons des tas de situations que nous traversons ici, des crises. Et quand déjà le pays a traversé un moment de crise, certainement il y a des traumatismes. Il y a des choses qui se passent dans l'esprit de la personne et il faut aider cette personne à sortir de là. Et donc pendant ce temps de conférence, beaucoup de points seront évoqués et qui aidera la nation. Et particulièrement quand vous avez évoqué le point des leaders qui sont cités ici, c'est ciblé. Pourquoi j'ai dit ciblé? C'est pour que ces personnes puissent venir ensemble, parler de la justice, parler de l'intégrité, parler de la transparence, parler de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, en commun accord, pour apporter la solution dans notre beau pays, le Tchad. J'ai dit le beau pays, le Tchad. Parce que si nous ne considérons pas ce pays comme un beau pays et que nous voyons que c'est chez les autres qui est un bon pays, je n'y crois pas que nous pouvons transformer la nation. Donc il est important que pendant ce temps, ces différents leaders oublient les problèmes, les différences, quels qu'en soient les backgrounds, et de venir ensemble pour pouvoir apporter la solution et en décider pour le beau pays de Tchad. Larissa, je crois que le choix est très bien fait, se fixer comme objectif des leaders. Quand on connaît le rôle du leader dans la société, c'est très important. C'est eux qui pourront peut-être repartir après pour impacter leur communauté. Voilà. Il y a quelques réactions sur la page, si vous permettez, parce que ça vient dans le CETAD. Nous sommes bien servis pour les nouvelles du Tchad. Nous n'avons pas un leader politique au Tchad. Matkaka existe Bino et Succès Massa essaie de se dégager. Ça, c'est la réaction de Ben Shalom Athé sur la page Facebook de Electron Télévision. Moi, ma question, c'est, vous avez déjà votre cible qui est les leaders. Je crois que ça, c'est certainement les leaders politiques et religieux. Mais est-ce qu'une personne, comme moi, est-ce que je peux participer à cette conférence? Ok. Là, maintenant, abordant, commençant par le point de... C'est Ben, c'est ça? Oui, Ben Shalom. Ok. Nous ne voulons pas dire que tel leader dans la nation est mauvais. Et nous ne croyons pas à cela. Mais nous croyons à une transformation. Nous croyons à un renouvellement de mentalité. Et nous sommes là pour aider ces leaders. Et quand nous prenons notre cher, son Excellence, le Président de la République, Mohamed Kaka, je crois que nous avons besoin de l'aider, de l'accompagner, de le soutenir. Prier pour lui, c'est déjà un atout. Et aussi apporter des conseils positifs, c'est déjà un atout. Et si on remarque dans la nation, il y a des défis qui ne marchent pas. Ce n'est pas le président qui descendra dans la nation pour changer cela. Le citoyen lambda, quand il voit un défi, il peut apporter une solution, proposer des solutions à la personne. Non, ne fais pas ça, ne fais plutôt ça. Et c'est en se donnant en ce sens que le pays peut être transformé. Mais la mentalité était arrêtée que le pays ne marche pas parce qu'on n'a pas un bon président. Non, nous avons un bon président. Si tout le monde met la main dans la pâte, on peut apporter une solution. Et maintenant, vous pouvez me citer un peu davantage sur la dernière question. La dernière question, est-ce qu'un citoyen lambda peut prendre part? Bon, maintenant, la première phase lancée, ce n'est pas une conférence qui va s'arrêter à ce niveau, mais elle est continuelle. Donc de là, nous avons ciblé quelques leaders pour beaucoup plus s'accentuer avec les leaders. Et après cela, il y a d'autres événements qui seront engagés. Et là, pendant l'événement aussi, il y aura un direct. Il y aura un direct que les gens peuvent, ceux qui n'ont pas reçu les billets d'invitation d'une manière directe, peuvent suivre sur les plateformes. Nous avons déjà abordé avec Onama et puis Electron aussi, qui fera un direct. Donc cela déjà peut aider beaucoup de gens à suivre en direct et puis profiter des prochains programmes qui sera engagé pour tout le monde. D'accord. C'est un début. Ok. Pasteur, dites-nous, qu'est-ce que vous attendez comme résultat après cette conférence? Ok. Nos attentes sont la transformation, effectivement, du cœur. Parce que nous avons comme slogan
les cœurs transformés transforment les nations. D'accord. Donc si les cœurs sont transformés, effectivement, la nation sera transformée. C'est ça notre attente, que les cœurs soient transformés. D'accord. Et que, surtout que ce sont les cœurs des leaders qui seront transformés. Voilà, ça va se contaminer. Si le leader qui est à la tête, celui qui conduit le peuple est déjà transformé. Je ne vois pas en quoi est-ce que Irène et moi ne pouvons pas être transformés, parce que certainement il aura de l'influence sur nous, certainement il y aura de l'impact sur nous. Alors moi je me dis que votre cible est très bien choisie. Nous espérons vraiment qu'après cette conférence, vous allez revenir nous faire un petit bilan. Ouais. D'accord, avant de vous laisser partir, le programme commence demain, 9 mai 2025. Où exactement, à quelle heure, très rapidement pour nos téléspectateurs? Ok, c'est précisément au ministère des Affaires étrangères, à partir du 9 au 11 mai 2025. Ouais. Et nous commencerons à 2h, c'est à partir de 14h30 à 17h30. Et là, le samedi, c'est toute la journée, de 8h à 17h. Mais il y aura des temps de pause, de rafraîchissement. Et là, le dimanche, maintenant, nous revenons encore à partir de 14h30 à 17h30. Ouais. D'accord. On va rappeler très rapidement, Larycia, les sujets qui seront débattus lors de cette conférence. La résolution des conflits, la guérison des traumatismes, la paix au sein du gouvernement et la nation, la réconciliation et la restauration. La bonne nouvelle est que vous pouvez suivre cet événement en direct sur Electron TV et sur Onama. Voilà, en direct, et vous pouvez participer donc à cette conférence. On va dire merci à l'apôtre Tagal d'être passé ce matin. Merci également au pasteur d'être passé. Nous vous souhaitons une très bonne journée, chers invités, et puis peut-être très bientôt pour faire un petit bilan de cette conférence. Merci. Et comme il aime bien s'y le dire, notre beau pays, le Tchad, nous allons les accompagner avec une rêve, le Tchadien rêve pour le Tchad de demain. Mon rêve pour le Tchad de demain, c'est de voir un Tchad plein d'équité et de justice. Je rêve de voir mes enfants vivre dans la justice, être fiers d'être tchadiens. En tant qu'avocat, notre aspiration est que la corruption qui gangrène le monde judiciaire, la sécurité juridique qui n'est pas démise, mettant en mal un peu le monde des affaires. Parce que qui parle des affaires, qui parle du développement, parle de la justice. Qui parle de la démocratie parle également de la justice. Donc notre aspiration est que le monde judiciaire soit assaini et que, au-delà de tout cela, l'aspiration du peuple tchadien, c'est que nous formions une nation. Mon rêve pour le Tchad de demain, ce serait un environnement sain, un pays propre, un pays bien éduqué, un pays où la jeunesse aura le monopole de l'instruction positive pour des meilleures valeurs. Voilà, de retour sur le plateau. Larycia, nous avons le plaisir de recevoir d'autres invités, mais cette fois-ci, on va parler de la lecture, surtout à l'approche des examens de fin d'année. Le baccalauréat, le BPC, les enfants qui vont faire leur composition. Et surtout, on dit qu'au Tchad, là,
Tchadiens n'aiment pas lire. Voilà. Donc, nous avons jugé utile d'inviter ici sur le plateau des jeunes leaders, si je peux dire ça comme ça, qui font la promotion de la lecture. Et ils sont avec nous sur ce plateau-là, Alicia. Ah oui, il y a Angela Somgislin qui est porte-parole du plateforme Berceau. Je sais pas, des poètes tchadiens. Des poètes tchadiens. Ouais. Oui, c'est bien cela. Et il y a aussi Ndigum Mikal. Ndormadi. Ndormadi, oui. Ndormadi qui est secrétaire adjointe du plateforme également. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Imata. Merci, bonjour et bonjour aussi à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Bonjour Angela Som, bonjour Amical, bienvenue sur le plateau de Imatan. Avec vous, nous allons parler de la lecture. Vous êtes tout jeune et puis vous faites de la lecture votre bataille, comment on dit là, cheval de bataille, voilà. Bataille de cheval, c'est quel sûr, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Pourquoi vous avez choisi de lutter dans ce domaine-là? C'est par rapport à un constat? Bien évidemment, c'est par rapport à un constat, comme vous l'avez déjà soulevé, les Tchadiens n'aiment pas lire. Oui. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de lire? Qu'est-ce qui empêche sinon la jeunesse tchadienne de s'adonner à la lecture? Donc, c'est à partir de cette interrogation que nous nous sommes dit, il faut que nous lançons dans la promotion de la lecture. D'accord. Et quand vous vous êtes lancé dans la promotion de la lecture, quel est l'état de lieu, quel est l'état de lieu de la lecture, surtout pour les jeunes tchadiens, avec l'avènement de l'Internet, où tout le temps nous sommes seulement sur le net, on ne peut même pas prendre un livre et faire même 2 minutes, c'est difficile. Alors, quel est l'état de lieu? Par rapport à cette question, on se rend compte aujourd'hui qu'on voit de moins en moins les jeunes lire. C'est pas facile de voir les jeunes devant un livre, devant leur leçon, en train de les lire. Oui. Et cela est dû à quoi? Je dirais que cela est dû à la distraction et surtout aux réseaux sociaux. Parce que les jeunes de nos jours, ça donne beaucoup plus aux réseaux sociaux. Ils oublient même parfois, un jeune peut passer toute une journée sur les réseaux sociaux en train de regarder les films, ainsi de suite, et il oublie qu'il a un devoir ou que c'est important de lire pour être bagagé. D'accord. Et ne pensez-vous pas que la responsabilité incombe également les parents? Les jeunes qui passent leur temps sur les réseaux sociaux, qui n'ouvrent pas le cahier, la faute, c'est le jeune seulement ou bien les parents aussi ont une part de responsabilité? Bien, madame, je ne vous le fais pas dire. Nous allons aussi jeter la faute d'une part du côté des parents, d'autre part du côté aussi du système éducatif, d'abord sur la jeunesse elle-même. Parce que d'abord du côté, n'est-ce pas, du système éducatif, nous sommes sans ignorer que nos établissements sont beaucoup manqués de bibliothèques. Et même s'il y a ces bibliothèques-là, ce ne sont que des façades. Quand nous faisons entrer, n'est-ce pas, au sein de ces bibliothèques, il y a aussi manque des documents où les enfants, sinon les élèves, peuvent venir, n'est-ce pas, lire. Du côté des parents, il y a aussi ce manque d'engouement, sinon de la motivation des parents, question d'accompagner leurs enfants dans la lecture. L'enfant vient de l'école, voilà qu'il fait son entrée à la maison, il jette les cahiers et puis voilà, il sort, il part vadrouiller jusqu'à quand il revient demain, il ne sait même pas où se trouve la position de ses cahiers, donc il cherche par-ci, il cherche par-là, question de ramasser et repartir à l'école. Donc à cet effet-là, il y a aussi la responsabilité des parents et la responsabilité de la jeunesse elle-même. Il faut que nous, en tant que jeunes, nous devons aussi nous adonner à la lecture, avoir l'amour de lire, parce que lire, c'est aussi voyager sans visa. Si vous me permettez le terme, lire, c'est se découvrir et découvrir aussi la culture des autres. Donc, il faut vraiment que nous puissions encore revoir cet aspect-là. D'accord. Et vous ne pensez pas que la responsabilité peut incomber également les enseignants? Parce que là, vous avez dit la jeunesse, vous avez dit les parents, mais est-ce que les enseignants aussi n'ont pas leur part de responsabilité dans cet aspect-là?
J'avais évoqué, n'est-ce pas, l'aspect du système éducatif. Dans le système éducatif, bien évidemment, il y a aussi l'aspect des enseignants. Parce que déjà, dans les salles de classe, il faut aussi que les enseignants puissent inculquer la valeur de la lecture aux enfants. Mais nous nous demandons, est-ce que ces enseignants eux-mêmes, est-ce qu'ils ont l'amour de la lecture? Donc la question reste aussi posée. Il faut que si je voulais motiver quelqu'un à faire quelque chose, il faut que moi-même je le fasse d'abord pour servir d'exemple. Donc à ce niveau, il y a aussi une part de responsabilité des enseignants. D'accord. Et au niveau de votre plateforme Berceau des poètes tchadiens, qu'est-ce qui est fait donc pour encourager les jeunes à la lecture? Vous avez situé les différentes responsabilités ici, l'État, les enseignants, les parents, les jeunes eux-mêmes. Mais qu'est-ce qui est fait au niveau de votre plateforme-là pour que chacun puisse jouer son rôle pleinement? D'accord, merci. Nous avons évoqué l'aspect de la jeunesse, la responsabilité de la jeunesse. Nous, on fait aussi partie de cette jeunesse-là qui voit la nation avec un œil critique, qui voit la nation avec une vision, n'est-ce pas, du devenir meilleur. Alors nous nous sommes dit, en tant que jeunes amoureux de la littérature, pourquoi ne pas, n'est-ce pas, aussi donner un coup de pouce pour rehausser le niveau de la lecture sur le plan éducatif tchadien. Alors c'est pourquoi le Berceau des poètes tchadiens était entre-temps une plateforme, bien sûr, avant de devenir une association aujourd'hui. Avant, nous n'évoluions qu'en ligne et nous avons eu, n'est-ce pas, à recueillir, n'est-ce pas, plusieurs jeunes africains où nous avons mis sur pied une anthologie dénommée Afrique lumineuse, Afrique d'espoir. Alors nous nous sommes dit, ça c'est sur le plan continental, mais étant donné que nous sommes jeunes tchadiens, chez nous-mêmes, il y a beaucoup de défis à relever sur le plan de la littérature. Alors nous nous sommes dit, il faut que nous puissions aussi mettre sur pied ce projet, la question d'accompagner la jeunesse tchadienne, sinon les élèves dans le domaine de la lecture. Alors notre part de responsabilité, comme vous l'avez dit, nous avons ciblé 10 établissements cette année. Et les 10 établissements ciblés, nous sommes passés dans chaque établissement, question de les former dans le domaine de l'écriture. Voilà. Donc à travers la formation, nous avons eu à répertorier certains élèves qui ont cet amour de faire la lecture, sinon de l'écriture, mais qui sont manqués de motivation, manqués d'orientation. Alors nous nous sommes mis, n'est-ce pas, à leur côté, question de les accompagner. Je crois que c'est une très belle stratégie, parce que là, pour d'abord aimer la chose, il faut aussi se mettre à l'exercer, parce que quand toi tu écris, et que tu ne lis pas, qui viendra lire ce que tu écris? Alors je trouve que c'est une très belle initiative, une très bonne approche. Alors en tant que secrétaire adjointe de l'association, bien du plateforme qui est devenue association, qu'est-ce que vous faites concrètement pour aider la jeunesse à embrasser ou bien à revenir à son amour qui est la lecture? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez d'autres éléments de réponse à compléter par rapport à ce que votre collaborateur a dit? Déjà, vous faites beaucoup d'activités. Vous avez déjà initié des choses dans des établissements. Nous vous félicitons pour cela. Voilà, c'est déjà une bonne initiative, comme Laricia l'a dit. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter? En plus de ce que nous faisons déjà, en formant les élèves, il y en a qui viennent nous trouver individuellement pour nous demander des conseils. Ils viennent nous demander des conseils et nous leur aidons dans ce sens-là. Il y en a qui viennent demander parfois même des livres et nous leur procurons cela. Oui. Donc vous avez des livres à votre disposition? Il y a du matériel, des livres assez... Des livres parce que il y a certains de nous qui sont déjà écrivains et que leurs livres sont même déjà publiés. Par exemple, mon frère qui est juste à côté. D'accord. Oui. Donc, parfois, nous mettons ces livres à la disposition des élèves également. Oui. Et c'est des livres sont en uniquement rapport tchadien avec... ou bien c'est continental, c'est mondial? Des livres... Par exemple, pour mon frère ici à côté, c'est un poème. Oui, donc c'est national, disons. Un recueil de poèmes, oui, c'est national. D'accord.
Ok, D'accord. donc en cas de quelque chose, si on veut bien lire, on peut venir vers vous. On peut aussi vous appeler bibliothèque, non? Oui, exactement. Disons que nous avons une mini-bibliothèque, nous avons quelques livres pour compléter Madame Mikal. Nous avons quelques livres, mais beaucoup plus c'est d'ordre littéraire. Ce sont les romans, les essais, les recueils de poèmes, etc. Et pour compléter aussi la stratégie d'accompagnement, après la formation, nous avons dit nous allons mettre sur pied un recueil de poèmes écrit au nom des élèves formés. Donc les 10 établissements ciblés, nous les avons formés spécialement dans le domaine de la poésie et nous les avons, n'est-ce pas, donner quelques thèmes relatifs, n'est-ce pas, à la paix, et ces enfants vont écrire et nous allons les publier au nom de ces enfants même. Donc voilà un peu. Et quand ces enfants sauront que leur écrit a été publié, non seulement leurs parents vont dire mais tiens, mon enfant a écrit, il faut que je cherche à lire ce qu'il a écrit. Et aussi les camarades vont dire ah bon, vous avez écrit, et quand les camarades vont aussi commencer à lire, ça va, n'est-ce pas, propulser, sinon booster un peu le niveau de la lecture. D'accord. Et où est-ce qu'on peut vous trouver? D'accord, sur quel merci. numéro? Vous êtes situé dans quel quartier? D'accord, merci. L'association actuellement elle a son siège à Moutoukui et nous n'avons pas encore officiellement notre local, mais nous œuvrons toujours ensemble. Et quelqu'un qui peut nous trouver, il peut nous joindre, n'est-ce pas, sur le numéro 61 94 80 27 ou le 63 01 89 99. D'accord. Un parent peut vous appeler pour son enfant qui a peut-être un problème de lecture, c'est possible? Exactement. Non? Vous pouvez accompagner des enfants qui ont des soucis de lecture. Exactement. C'est possible. C'est aussi la vision de l'association, parce que nous sommes dit berceau des poètes tchadiens, c'est d'abord accompagner la jeunesse tchadienne. La jeunesse tchadienne, j'allais dire, dans le domaine de l'écriture et de la lecture. Alors, notre vision, c'est promouvoir la paix à travers l'écriture. D'accord. On va finir avec vos conseils à l'endroit de nos jeunes frères qui se préparent pour les examens de fin d'année. Je commence par Mikal. Merci. S'il y a un conseil que j'aimerais donner aux cadets qui préparent les examens, c'est vraiment de lire et de ne pas trop être dans la distraction, parce qu'il ne faut pas qu'ils soient toujours sur les réseaux sociaux ou peut-être lire sur leur téléphone, parce que parfois il y a les notifications qui viendront déranger les moments de lecture. Il faut qu'ils soient concentrés, se retirer quelque part et lire correctement leurs cours, accompagner ces cours-là même d'autres livres qui peut-être vont dans le même sens. Ça va les aider, ça va ouvrir leurs esprits et leur permettre de bien aborder ces examens qui se pointent à l'horizon. D'accord. Merci beaucoup. Le même conseil, un conseil à l'endroit des jeunes et surtout de ceux-là qui se préparent pour affronter les examens. D'accord, merci. Ma jeunesse tchadienne en général, il faut tout simplement savoir que lire, c'est, n'est-ce pas, se cultiver. Lire, c'est être, n'est-ce pas, un leader. Donc, c'est seule la lecture qui peut nous permettre de nous épanouir. Alors, je nous conseille vivement à beaucoup lire. Et en particulier, nos cadets qui vont composer le baccalauréat ou le BEF, je nous demande juste, n'est-ce pas, de beaucoup lire. C'est-à-dire, même si c'est le dernier coup de la hache qui abat l'arbre, il faut d'abord qu'il y ait le premier coup. Alors, commencez à lire maintenant, question d'éviter le surménage, car c'est seule la lecture qui peut, n'est-ce pas, vous permettre de franchir les portes, n'est-ce pas, de ces examens. Ok, merci beaucoup à Angela Gislain et Ndigem Milka d'être passés sur le plateau de Imata et de nous encourager à vivre à la lecture. Avec Angela Som, on va revenir peut-être très bientôt pour découvrir votre ouvrage, votre recueil de poèmes. D'accord. On va aller en profondeur. Ok, merci. D'accord, merci et nous vous souhaitons une très bonne journée. Nous allons vous accompagner avec une capsule Laricia qui va nous permettre de recevoir un leader. Ce qui nous énerve beaucoup, les jeunes de l'AI précisément, d'abord je prends un aspect concernant sur le bitumage de la route.
Et nous avons constaté que c'est des tromperies que nos autorités sont en train de nous faire. Sinon, un truc réel, ça ne devrait pas passer de la manière. De deux, il n'y avait pas l'organisation de voirie ici à l'Aï. Et il y avait plusieurs des autorités, je peux parler des autorités communales qui sont là, qui se succèdent, mais personne ne se soucie pour aménager la ville de l'Aï. Chaque année, surtout nous traversons pendant la saison pluvieuse, c'est des calvaires. Pour aller au marché, à l'hôpital, dans nos activités, c'est déjà bloqué par l'eau. Et donc, ça nous énerve tellement en ce sens que nous n'avons pas autre possibilité. Mais nous demandons pour qu'ils revoient un peu la manière où ils sont en train de gérer l'Aï, ça ne nous intéresse pas. Et donc, c'est tout simplement ce que, en tant que jeune de l'Aï, je dis, nous avons traversé beaucoup des autorités ici qui sont succédées à la tête, mais personne n'a fait un truc qui peut aller à l'intérieur d'un jeune de l'Aï. Je suis un fils, en tout cas, de la Tangilé, précisément de l'Aï. Mais ce qui m'énerve trop ici, bon, vous voyez l'état de la route. En cette saison, je crois que c'est un peu mieux, mais quand c'est pendant la saison pluvieuse, nous n'avons pas vraiment de route. Pour parcourir au moins sur cette distance, il faut vraiment une endurée avant d'y arriver. Ce n'est pas bien, c'est ce qui m'énerve trop. Et là déjà, nos dirigeants ne pensent même pas à cette route-là qui nous permet vraiment de circuler librement. C'est ce qui m'énerve trop. Donc il va falloir qu'ils pensent aussi à nous arranger cette voie-là. Ce qui m'énerve dans la province de la Tangilé, c'est la mentalité. C'est la mentalité. Et ils n'aiment pas pistonner les petits ou bien les cadets. Et non seulement ça, ceux qui se lancent dans des activités, donc c'est force même à mettre des bâtons dans les roues. Et là, ça n'avantage pas la province. En fait. Il faut qu'ils essaient de pistonner. S'ils voient un petit qui fait dans des activités et qui vient même faire des prestations, là, il faut qu'ils règlent même d'abord leur création. Et c'est les aînés, parfois, tu te dis que si tu te mets dans la chose, tu te mets dans la peau d'un entrepreneur pour le poursuivre, tout ça, ça va pas mal finir. Et parfois, par amitié, tout ça, on essaye de fermer l'œil sur certaines choses. Et là, quand tu as une entreprise, tu essaies de fermer comme ça. Tu fais ça 5-6 fois, tu ne peux pas couvrir tes besoins. Nous revenons sur le plateau. Laricia, cette fois-ci, c'est l'heure du carnet de leadership avec un autre leader sur le plateau ce matin que nous allons découvrir après le jingle. Ce matin, nous avons le plaisir de recevoir Emmanuel Djetojide. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bonjour, cher leader. Bonjour, Madame Laricia. Bienvenue sur le plateau de IMAT. En tout cas, c'est un plaisir d'être là sur ce plateau. Avec vous, aujourd'hui, nous allons aborder le thème le courage en leadership. Effectivement. Il faut être courageux. Nous allons aborder le sujet, le courage en leadership. Et je voudrais d'abord dire à la suite du passage de Madame Melom hier sur ce plateau, c'est un privilège pour moi de prendre aussi parole ce matin, dans e-matin, pour échanger avec vous. Et je voudrais reconnaître que c'est un privilège qui nous a été accordé par le leader. Oui. Alors je voudrais d'abord reconnaître cela et lui témoigner cette marque de sympathie. D'accord. Et pour dire que c'est un sujet aussi important sur lequel nous voulons échanger, peut-être en quelques minutes, pour parler un peu du courage. Alors, je dirais d'abord que le courage, c'est ce qu'il faut pour se lever et parler. Et c'est ce qu'il faut pour s'asseoir et écouter. D'accord. Déjà comme définition. Parce que, alors en leadership, on parle que c'est une vertu, c'est une qualité.
qu'il faut avoir. Parce que le courage de décider, vous pouvez faire face en tant que leader à une équipe, à un groupe de personnes. Il va falloir avoir le courage de décider, le courage de se relever, le courage de dire non, le courage de prendre des décisions pour avancer. Surtout que le chemin du leader est parsemé des obstacles, des embûches. Des embûches, il faut le courage. Alors, je dirais aussi, vous pouvez vous retrouver dans une situation critique et vous pouvez faire face à un groupe, et vous seul. Et en tant que leader, tant que vous n'avez pas cette substance qu'on peut qualifier de courage, peut-être que vous risquerez de perdre et d'abandonner. Or, un leader n'abandonne pas. Un leader n'abandonne pas. Le leader doit toujours... Un leader n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Le leader doit toujours... S'il abandonne, c'est qu'il n'est plus leader. Il n'est plus leader. Il a perdu déjà sa qualité. Mais si ça ne va pas, il faut fuir. Mais en leadership, lorsque vous êtes déjà révélé leader, c'est très difficile de fuir. Vous devez rester à la place que vous avez ou que vous occupez et puis avancer simplement. Vous allez certainement faire face à des obstacles, faire face à tout ce qui peut peut-être entraver votre façon de l'idée, de conduire. Mais c'est de ça qu'il s'agit aussi. Le leader doit faire face à ces choses-là. Et je citerai par exemple des exemples pour vous appuyer, pour donner un peu rendre la chose un peu plus claire. Vous savez, on dira qu'il y a aussi le courage de dire la vérité. Tant que vous n'avez pas le courage, vous ne pouvez pas dire la vérité. Prenons l'exemple, par exemple, de Nelson Mandela, après 27 ans de prison. Lorsqu'il est sorti, il aurait dû choisir la voie de la vengeance. Parce qu'on parle de l'apartheid, et vous connaissez ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Mais il a opté pour prôner la paix. Il a pensé que le pardon était important que la haine. Malgré que son camp attendait des représailles, parce que les Noirs ont été marginalisés, et puis beaucoup étaient rangés de son camp, ils attendaient. Mais Nelson Mandela a prouvé que le pardon était important. Et il fallait avoir le courage pour arriver à ce point. Et vous savez ce que ça lui a valu après, le prix Nobel de la paix, tous ces éléments. Donc, partout, il nous faut du courage. Un autre exemple, peut-être, si vous le voulez bien, une dame comme vous, au Libéria, par exemple, Ellen Sirleaf Johnson, cette première dame qui a été élue présidente de la République, dans un pays divisé par la guerre, par la corruption, elle est arrivée, mais il fallait avoir ce courage pour défendre l'éthique. Elle a pris des décisions, elle a sanctionné des ministres contre des menaces, mais elle était déterminée. Aujourd'hui, on la cite parmi ceux qui ont osé dans ce pays. Et donc, ça fait partie de ces éléments. Il y a tant d'exemples comme ça qu'on pourra voir. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que quoi? Quand vous parlez de courage, vous-même, certainement, vous avez vécu ça peut-être à l'école. Peut-être quand vous étiez à l'école, il va falloir avoir le courage pour se lever et dire un certain nombre de choses devant les autres. Et la peur, même vous-même, vous avez peur de vous-même des fois. Et la peur, là, on ne va pas attendre que cette peur-là... Oui, surtout quand il y a des exposés. Vous n'allez pas dire qu'il va falloir vaincre sa peur avant de pouvoir prétendre avoir le courage. C'est des choses qui arrivent, mais il va falloir risquer, il va falloir oser pour pouvoir se lever et puis pouvoir. Donc le courage, c'est un élément essentiel sur lequel je pense que tout le monde peut avoir. Ok, j'ai une question. Un leader, vous parlez d'un leader, le courage que doit avoir un leader. Mais face à une situation où il y a des critiques, où il y a des soulèvements, comment est-ce que le leader courageux doit-il réagir? Écoutez, lorsqu'on parle des soulèvements, certainement c'est parce qu'il y a des changements. Et un leader, quand il initie des choses, c'est pour atteindre un objectif. Et vous savez, tout le monde a peur parce que quand il y a changement, les gens s'inquiètent. Est-ce que
je pourrais m'adapter à la situation? Est-ce que je pourrais réussir? Est-ce qu'on ne va pas m'éjecter? Face à ces situations, je pense que le leader, son objectif, c'est d'arriver à un point B. L'autre chose, c'est que quoi? C'est un leader courageux, c'est celui-là qui sait aussi encourager les gens quand c'est difficile. Oui, nous avons décidé de faire cela, mais nous pensons que vous avez les aptitudes qu'il faut. Voici ce que je pourrais aussi mettre à votre disposition pour vous accompagner. Il va falloir accompagner son équipe. Le leader ne fonce pas seul, il fonce en équipe. Et il s'entoure de son équipe, malgré qu'il peut avoir, qu'ils n'aient pas tous les mêmes capacités et autres, il est prêt à les accompagner. Il donne même l'exemple. Et c'est ça qui va permettre que tous ceux qui vont se révolter, tous ceux qui peut-être vont être des obstacles, vont facilement s'allier. D'accord. Avoir le courage de réagir face à quelque chose, par exemple, est-ce que le leader est censé d'abord consulter son groupe avant d'avoir ce courage-là pour s'élever et dire telle ou telle chose, ou bien de lui-même comme ça? Bon, les cas, ça peut varier. Ça peut varier. Vous savez, le fait de consulter son équipe, sa base, c'est pas une faiblesse en soi. C'est de les mettre en confiance. Et donc, deux fois, si vous sentez que c'est nécessaire, qu'ils sachent que vous comptez aussi sur eux, c'est très important de les engager et de leur poser des questions. Mais la décision finale revient au leader. La décision finale revient au leader. Parce que en tant que leader courageux, il va falloir que s'asseoir un jour et reconnaître aussi, pour dire que justement, bon, à ce niveau, j'allais vous demander, à ce niveau, si nous avons le fait pris de cette reconnaître décision, ses erreurs en tant que leader, est-ce que c'est un courage? C'est du courage. Et je vais citer un exemple, par exemple Barack Obama. Lors de ses mandats, il est arrivé des fois où publiquement il a reconnu que certaines décisions n'avaient pas été bien évaluées. Ça, c'est un leader. Mais rares sont les leaders qui reconnaissent leurs erreurs. Rares sont ces leaders qui reconnaissent. Mais le leader courageux, il n'a pas peur de reconnaître ses fautes et d'apprendre. Parce que simplement, il y a des gens qui pensent que si en tant que leader, j'ai raté, j'ai échoué, il faut imputer ça aux autres. Pas du tout. Le leader courageux reconnaît et deux fois, il le dit publiquement. À ce niveau, nous avons merdé. Et nous devons repartir à zéro. C'est ça aussi, c'est le courage du leader. Ok, est-ce qu'un leader qui se sent en surcharge et autres peut demander le courage de son équipe? C'est-à-dire venir auprès de Irène, par exemple, demander, lui expliquer, voilà Irène, tu sais, moi je suis devant, mais en réalité, j'ai de soucis, j'ai besoin de courage. Est-ce que Irène peut donner des mots ou bien faire des gestes qui vont encourager le leader? Oui, je vais répondre à cette question en disant ceci. Vous savez, en tant que leader, c'est pas parce qu'on est leader qu'on pense tout connaître. C'est pas parce qu'on est leader qu'on pense que sans nous on peut rien faire. Et dans ce sens, comme vous l'avez dit, il est important de savoir aussi que c'est un humain. À un moment donné, il peut faiblir. Donc, lorsqu'on se rend compte qu'on est un peu limité, deux fois, avec le courage et en parlant du leader courageux, il peut déléguer même ses responsabilités à un autre pour dire que à ce niveau, je suis coincé, je veux bien que tu puisses progresser. C'est simplement dans la communication, comment partager ces choses. Mais celui qui n'est pas courageux, vous voyez, il aura peur parce qu'il va se dire que si je lui délègue ce pouvoir et qu'il réussit à bien faire, peut-être qu'il va se grossir. C'est des choses qui existent, mais le leader courageux n'a pas peur de ces choses. C'est de simplement savoir comment communiquer avec son équipe pour dire que vous êtes aussi important. Et si nous sommes à ce point, c'est aussi à cause de vous. Donc, est-ce qu'il y a des types de courage qu'un leader doit avoir? Les types de courage, on parlerait de type de courage de confiance, surtout de la voix et aussi d'action. C'est important. Ça, c'est des éléments qui sont
aussi essentiel, mais ça, c'est des types de courage. Donc, D'accord. Je me souviens, Irène, quand le coach s'était passé ici en parlant des types de courage, l'histoire du type de la voix, le courage de la voix, c'est prendre la parole, tu vois, la voix suite tremble. Effectivement, ça arrive à tout moment. Même pour venir sur le plateau, tu te dis, mais comment ça va se passer? Oui, mais c'est stressant et c'est normal en tant qu'être humain. Oui, il va falloir avoir le courage parce qu'il y a des personnes qui vont dire que non, je veux bien aller à la télé. Bonjour, mais quand ils viennent dire qu'il y a les écrans, il y a les projecteurs, il y a les caméras, tout disparaît. Vous allez perdre tout ce que vous avez préparé. Mais il faut avoir le courage. C'est quand même une substance importante dans la vie de tous. Et tout le monde peut être courageux. Ce n'est pas simplement à une catégorie de personnes. Pas seulement le leader. Oui, on a vu également sur le plateau ici avec notre leader que le leader peut pleurer, n'est-ce pas? Oui, c'est permis. Quand ça ne va pas. Il peut pleurer et le courage émotionnel également. Oui, vous l'avez mentionné, c'est important, le leader l'a mentionné. Et je me rappelle que je suivais ce numéro. Tu es leader, tu es dur. Il arrive que des fois, il va se recueillir seul. Il ferme sa porte. Et puis, il dégage ses émotions. Ça, c'est clair. C'est une autre façon aussi de se déstresser pour pouvoir repartir. Parce que vous avez toute une équipe derrière vous. Et j'appuierai simplement pour dire, comme ce que notre leader Melom a dit hier, vous êtes à la place publique. Et donc, quand vous prenez par exemple un monument à la place publique, il est contre les vents et marées. Il peut pleuvoir sur lui. Il y a le soleil, il y a la fraîcheur, il y a la poussière. Il y a des gens qui viennent jeter les saletés là-bas. Donc, c'est tous ces éléments. Il peut arriver que le leader peut pleurer aussi. Il faut reconnaître cela. Très important. Pleurer parce que vous n'êtes pas des robots. Et je me souviens de ce mot. En tout cas, vous n'êtes pas des robots. D'accord, leader Emmanuel, peut-être un message d'encouragement à tous ceux qui nous suivent ce matin. Bien, un message d'encouragement, je dirais simplement que la question de leadership, ce n'est pas simplement une question de vision ni de charisme, mais je pense que c'est aussi une affaire de courage. Et le courage, on ne naît pas avec. On peut le développer. Face à tout ce que nous rencontrons dans la vie et dans la société, nous avons besoin d'être courageux. Ce n'est plus la peine de... Il y a quelqu'un qui le dirait d'une autre façon, de la façon plus simple, en disant on ne pleure pas. On ne pleure pas, c'est pour dire qu'on doit être courageux face à tout ce qu'on rencontre dans la vie. Donc à chacun de nous, je sais pas ce que chacun de nous peut traverser, face à quelle situation on fait face, mais armons-nous de courage parce que sans le courage, pas de progrès. Sans le courage, pas d'avancement. On risque de tourner en rond. Beaucoup de courage à tout le monde. Merci beaucoup. C'est la part du Motivamine, du cher leader Emmanuel sur ce plateau dans votre émission Imatin Irène, émission qui tire également à sa fin déjà. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis à travers vos écrans, sur la page Facebook de Electron et aussi en synchronisation à IFM. Merci beaucoup de nous avoir suivis, Irène. Merci Larissia pour la coprésentation de ce troisième numéro. Ce numéro a été tellement spécial ce matin avec beaucoup de sujets abordés. Merci à nos internautes parce qu'il y a eu beaucoup de réactions sur notre page Facebook. Nous vous disons merci pour votre fidélité et pour ceux qui n'ont pas eu peut-être la chance de suivre cette émission, l'émission est disponible sur notre page Facebook Electron TV Tchad. Vous pouvez y repartir pour suivre bout à bout cette émission. Une fois de plus, merci au leader Emmanuel. Merci à vous aussi, cher Blanc. Merci à Minga Noudi Dinalov pour la réalisation, Mouga Bogel qui assure le son, Mosaïnok à la diffusion. Nous vous donnons rendez-vous demain à 7h30 pour un autre numéro de votre émission Imatin. D'ici là, portez-vous bien et très bonne journée, surtout en compagnie de nos programmes parce qu'il y a des bonnes choses qui arrivent encore. Au revoir et à bientôt.
Thank you.